Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, l'émission qui prend le temps d'aller au fond des choses chaque midi sur les ondes de Radio-VM. Ici Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Presque 600 jours approximativement après l'arrivée de Javier Milei au pouvoir en Argentine, l'heure est au bilan. Révolution économique et culturelle, modèle pour l'Amérique latine ou dictateur potentiel? Pour en discuter, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, c'est libre-media.com, et fin connaisseur de l'Amérique latine également. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel, bienvenue. Bonjour, M. Labrec. Premièrement, l'heure est au bilan, comme je l'ai dit. Quel bilan économique, en premier lieu, à faire en ce qui a trait à l'arrivée de Javier Milei et ses nombreuses réformes au sein d'une société qui a été marquée par l'hyperinflation et, j'allais dire, la décroissance, ou du moins une stagnation économique profonde depuis plusieurs décennies? Bien, ça va bien, en fait, honnêtement. Ça va très bien sur le plan économique. Bon, il y a toujours une assez forte résistance d'une partie de la société civile face à ces réformes, décrites comme ultralibérales. Donc, certaines catégories de la population, comme les aînés, craignent, par exemple, de voir leur pension diminuer. C'est une crainte qui peut être partagée en Occident, une crainte qui peut être instrumentalisée assez facilement aussi, hein, on l'a vu. Fait que, au Québec. Ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, mais ça va bien. Honnêtement, le bilan est bon. Économiquement, je pense que l'Argentine est en train de se relever tranquillement. Ensuite, ça reste un pays marqué par une certaine insécurité. Hein. C'est pas du jour au lendemain que l'Argentine va redevenir l'un des phares économiques de l'Amérique latine et même du monde entier, comme ça a déjà été, je pense, au début du 20e siècle. Oui, mais économiquement, je pense que même certains économistes de gauche ont été tenus de l'admettre dans la presse hispanophone, au Mexique, etc., que oui, il y a immédiatement, en fait, on voit déjà des bienfaits de ces réformes décrites comme ultralibérales. De mémoire, l'inflation qui dépassait les 100% serait maintenant sous contrôle à 2, 3 ou 4% environ. C'est ça en très peu de temps. De mémoire, encore une fois, le marché immobilier à Buenos Aires en particulier, le prix des loyers a chuté de 30 à 40% grâce aux déréglementations du marché de la location en particulier. Et la récession qu'avaient engendré les différentes coupures, parce que je résume ici très, très brièvement, mais les mesures économiques de Milei étaient principalement des coupures massives de dépenses gouvernementales, avaient créé une certaine récession, mais le pays en serait déjà sorti, ça n'aurait pas duré très longtemps. On reste au niveau économique ici, mais est-ce que l'Argentine pourrait se transformer en modèle pour l'Amérique latine? Peut-être, mais c'est sûr qu'il est encore un peu tôt, je dirais, pour conclure au modèle argentin. Cela dit, Milei est quand même admiré, hein, disons-le clairement, d'une bonne partie quand même de la droite en Amérique latine, dans la région. Donc, il est déjà un peu un modèle et il faut le dire, avec peut-être le président de l'Équateur et le président du Salvador, ils sont probablement les seuls 3 dirigeants de droite de toute l'Amérique latine actuellement. Faut quand même prendre ça en considération. Donc, pour la droite, oui, il est déjà un modèle. Cette droite qui rêve finalement de reconquérir l'Amérique latine dans un contexte également de présence accrue de la Chine. Donc, oui, en fait, je dis qu'il est trop tôt pour en conclure, mais dans le fond, je me corrige. Pour la droite latino-américaine, Milei est déjà, oui, un modèle. Oui, oui. Mais économiquement parlant, vous l'avez dit, il y a relativement peu d'administration de droite, mais le miracle, on l'appelle, certains du moins l'appellent le miracle économique argentin en ce moment, parce que bien sûr, à l'époque, comme l'avez dit, le fin 19e, début 20e, on appelait déjà ça le miracle argentin. Est-ce que ça pourrait créer des émules? Est-ce qu'on pourrait voir des libéralisations d'économie des différents pays entourant l'Argentine? Peut-être, mais pour ça, il va falloir que justement la droite reconquiert le territoire. C'est pas vraiment non, c'est loin d'être donné. Donc dans un contexte, le Brésil évidemment de Lula
est pas là. Il faudrait que le Brésil, qui est quand même évidemment, l'immense morceau là, en Amérique latine, la première économie d'Amérique latine. Donc, il n'y a pas d'effet d'entraînement, je vous dirais, à ce niveau-là. On n'est pas là. Au Mexique, qui est quand même le premier pays hispanophone dans le monde, deuxième économie d'Amérique latine, le Mexique n'est absolument pas là. Actuellement, c'est plutôt le contraire qui survient. Donc, sans parler de nationalisation, comme une gauche assez forte au pouvoir qui tient à des institutions fortes, etc. Donc, actuellement, non, il n'y a pas d'effet d'entraînement vers un vent de libéralisation économique d'Amérique latine. De quelle droite Milei est-il réellement? Parce qu'on le traite d'extrême droite dans les médias occidentaux, mais j'ai l'impression que dans le contexte argentin, ça a plus ou moins de sens, du moins de notre compréhension occidentale. Il a été étiqueté de libertarien aussi, ce qui est quand même relativement vrai, là, mais de quelle droite ou à quel point s'est-il droitisé ou à quel point est-il conservateur, si je peux dire, à Javier Milei? Ben Milei, lui, est authentiquement un libertarien au sens de quelqu'un qui, effectivement, ne croit pas beaucoup au rôle de l'État dans la société, dans l'économie, etc. Donc, lui, c'est vraiment... D'abord, c'est un économiste, hein, donc ça transparaît. Là, Milei Il était prof d'économie avant, non? Un économiste médiatique. Là. Je ne sais plus s'il a enseigné, peut-être, mais il était devenu, dans les années avant son élection, un économiste de plateau, en fait, de télévision. Donc, une sorte d'intellectuel public, on peut dire, un personnage coloré. Mais ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne sait pas vraiment dans les pays occidentaux du Nord, là, c'est-à-dire, l'Argentine est sans doute occidentale, là, mais en Europe et en Amérique du Nord, ce qu'on ne dit pas, c'est que Milei a fait alliance avec les conservateurs et les purs et durs, en fait, d'une certaine façon, pour prendre le pouvoir. Donc, le gouvernement Milei... où son administration n'est pas essentiellement libertarienne sur le plan social, etc., sur le plan moral même. Sa vice-présidente, Victoria Villarruel, est une authentique conservatrice, même opposée à l'avortement, etc. Donc, c'est quand même une synthèse un peu contradictoire que ce gouvernement-là. Donc, ça nous avait échappé. Donc, l'entourage, en fait, de Milei est plus conservateur que lui. Parmi les architectes de sa victoire. Donc, Milei est un peu le personnage que cette droite s'est magasiné, que s'est trouvé pour reprendre le pouvoir. Mais est-ce que cette alliance est fragile? Non, je pense qu'elle est assez solide malgré tout, mais elle est quand même le fruit d'un long travail de théorisation, notamment effectué par Agustín Laje, qui est un des commentateurs hispanophones les plus connus dans le monde hispanophone, quelqu'un qui est suivi par plus d'1 million de personnes. Et c'est lui qui a théorisé cette alliance entre ce qu'il appelle la droite souverainiste, la droite libertarienne et la droite, je pense, souverainiste, libertarienne et conservatrice. En gros, là, donc il a un peu théorisé cette alliance des droites pour... et c'est un peu ce qui s'est passé en Argentine. Enfin, lui était argentin, là, Agustín Laje. Donc, c'est le fruit d'un long travail quand même en Argentine pour le pouvoir. Hein. Donc, ça a été... C'est pas tombé... c'est pas arrivé de nulle part. C'est pas ex nihilo non plus, Milei. Ça a été quand même préparé. Et la grande variable aussi qu'on oublie, qu'on ne dit jamais, c'est le confinement. C'est-à-dire l'Argentine a connu le plus pénible confinement de toute l'Amérique latine. Et Milei s'est imposé comme un critique des mesures sanitaires. C'est majeur. Là. Donc, la victoire, en fait, de Milei est aussi une sorte de colère exprimée à l'encontre du confinement. Un confinement où l'élite, à ce qu'il appelle la caste, où la caste, elle, a vécu un confinement plutôt douillet, peut-être à sa résidence secondaire quelque part, un peu. Il y a des échos, hein? Donc, cette caste qui confine la population un an et demi consécutivement. Ça a servi de catalyste. Pardon? Ça a servi de catalyste pour Milei. Oui, tout à fait. Donc ça, ça a été un tremplin. Donc le confinement était un tremplin. Donc, il y a eu cette colère qui s'est exprimée à l'encontre de cette caste. Mais est-ce que les Argentins sont conservateurs foncièrement, sociologiquement parlant? Je pense que oui, mais ça reste un pays quand même d'abord où le catholicisme est encore une religion, je pense, d'État. Là, c'est-à-dire que il y a même un ministère du culte catholique. Là,
en Argentine. Donc, c'est un pays bon, avec le pape, le pape François, le pape François n'était jamais retourné en Argentine parce que bon, c'était hyper controversé. Il hésitait. Il ne voulait pas être récupéré politiquement, finalement, François, en Argentine, que ce soit par la droite ou la gauche. Donc, Milei qui est quand même insulté le pape François, hein, ça, un hyper tabou. Donc, oui, il a choqué beaucoup Milei en critiquant le catholicisme à travers l'institution, évidemment le Vatican, à travers l'Église. Milei qui, lui, se serait converti au judaïsme, hein, bon, sans que ce soit officiel, quelqu'un qui... Un rapport, un rapport, disons, très favorable au judaïsme. Mais c'est pas confirmé. Il a déjà 2 fois en Israël. Je pense que son premier voyage en Israël, premier voyage à l'étranger, ça a été en Israël. Et ça je ne suis pas certain non plus que ça plaise beaucoup à tous les Argentins, à droite comme à gauche. Donc, je pense que pour vous répondre, Philippe, c'est la société argentine, du moins plus à droite, est plus conservatrice que Milei, qui est quand même, lui, plus fondamentalement libéral et authentiquement libertarien. Donc, il ne faut pas oublier quand même que l'Argentine est un pays d'Amérique latine, latin, un mélange d'espagnol et d'italien. Le catholicisme il est encore très fort. Donc, c'est pas... lui m'apparaît, c'est ça. Il est plus punk que sa propre base... En fait, que c'est son propre, que c'est propre, que les architectes de sa propre victoire. Ça veut dire quoi, punk, dans ce cas-ci? Punk, c'est un nouveau style à droite. Punk. Hein, c'est ça. Oui, c'est cette droite, écoute, très populiste, qui est un peu... C'est le carnaval, hein, parce que une formule de l'exessayiste italien, là, d'Ampoli, Giuliano d'Ampoli, dans son livre « Les ingénieurs du chaos », où il critique, très violemment, pas très violemment, mais disons assez quand même fermement la droite. Cette formule, le carnaval, c'est un peu l'inversion des valeurs. Cette droite qui emprunte à la gauche, finalement, une certaine esthétique, hein, qui emprunte à la gauche, ça ne va pas dire sa révolte, mais son... sa contre-culture de droite. Oui, sa contre-culture, ouais, c'est ça, c'est bien dit. Donc, cette droite qui fait dans l'esthétique de gauche. Hein. Et Milei, c'est exactement ça, le carnaval. C'est-à-dire de l'inversion des valeurs. C'est-à-dire un type qui n'hésite pas à insulter le pape, qui n'hésite pas même à remettre en question le talent de Maradona, qui va également dire qu'il aime Margaret Thatcher. Ce sont des blasphèmes incroyables, mais qui lui ont permis finalement quand même d'être élu. Hein. C'est ça qui est incroyable. Donc, Trump a incarné ça un peu. Hein. Donc, cette espèce de droite-gauche, on ne sait pas trop, droite populiste, populaire. Un type comme Musk est un peu sur ce registre-là. C'est la droite côte de cuir. Là. C'est quand même nouveau, ça, le côte de cuir à droite. Là. C'était pas... on n'est plus au costard à cravate. Là. On avait une certaine élite droitiste côtière, comme on dirait aux États-Unis, le country club avec la belle cravate et le beau costard, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Totalement. Et les précurseurs aussi ont été en Italie, hein, les gens du mouvement 5 étoiles. C'est eux, d'ailleurs, qui ont utilisé la première fois le mot caste. Hein, Milei l'a récupéré, mais les premiers à se servir de ce concept-là allègrement dans les discours, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie qui est devenu aujourd'hui plutôt à gauche. Puis ça a été un des mouvements qui aurait apparemment utilisé les réseaux sociaux de manière très novatrice. Donc cette espèce de manière de faire de la politique, évidemment, en utilisant les algorithmes, peut-être en alimentant la contestation sur les réseaux, mais de manière un peu forcée. Ce qu'on appelle la polarisation, etc. Donc, cette droite anti-système, finalement, hein, parce que c'est assez nouveau. En général, la droite, historiquement, c'était plutôt le système, quand même. C'était plutôt les institutions. Le système est de gauche aujourd'hui, donc ça s'explique un peu. Oui, il y a ça aussi. Forcément, ça entre en ligne de compte. Et en Argentine, un peu comme au Québec, j'ai envie de dire, c'est quand même les institutions étaient quand même monopolisées par une certaine gauche. Et les gens avaient quand même ras-le-bol de voir quand même, c'est ça, des certains privilèges, il faut le dire, entretenus dans les institutions pour des gens qui, finalement, faisaient de la morale à temps plein. Donc, quand Milei s'en est pris au fameux ministère, là, la condition féminine ou quelque chose comme ça, les gens, ils voyaient du gaspillage quand même de fonds publics. C'est pas qu'on est contre... Personne en Argentine n'était contre l'émancipation des femmes. Ça reste l'Amérique latine traversée par un machisme
inquiétant encore aujourd'hui. Sur ce, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, merci. Un grand merci à vous. Merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain, on reçoit Marc-Antoine Desjardins pour discuter de politique municipale, à la technique Lysandre Duplay, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et restez avec nous sur les ondes de Radio-VM.